fruit du péché, sans père, sans repère, le bâtard est l'image du scandale. Mais c'est une violence, une aversion en fait qui se dilue dans l'histoire de la violence à l'enfant. C'est une violence à l'enfant sans auteur clairement identifié, routinière, sournoise, mais elle est plus morale sans doute que physique et encore, hein, mais c'est une violence qui est tolérée par tous dans la société. Et cet enfant, ma foi, il va devoir se construire à l'ombre de la bâtardise qu'on pense ces enfants de nulle part dans un livre autobiographique bouleversant, Cheveux d'ange, paru il y a peu d'années. Notre ami Jean-Paul Billon libère sa parole, né d'une relation adultérine pendant la Seconde Guerre mondiale, abandonnée puis adoptée. Il rapporte avec des mots poignants la quête de son identité, de sa filiation qu'il a entreprise tardivement, une quête qui se heurte bien sûr au secret de famille. Dans cette démarche si lourde, si intime, il est écartelé entre le désir de savoir et la peur d'apprendre. Ces mots sont justes pour définir son état de bâtard, surtout convaincu qu'un bâtard toujours demeure en marge, à la marge du monde, parce qu'il transpire cet état qui répugne à la bonne société, la terrifie, la ramène au plus creux d'elle-même, parce qu'il parle et dit l'inavouable, le secret. On voit donc des mots déchirants dans ce livre-là. Quel lien maternel se tisse dans ce contexte entre la mère et l'enfant? Celle-ci peut certes le rejeter comme étant le témoin vivant de tout ce qu'elle voudrait bien oublier et faire oublier, mais elle peut aussi, heureusement, le voir comme une réparation, une consolation, bref, une chance dans son malheur. Tout redeviendra à la normale dès que se desserrera l'étau de la rigueur morale, quand s'éloignera l'idée de péché attaché aux conceptions hors mariage et que faiblira la peur de l'illégitimité. Et pour cela, il faut attendre le dernier tiers du XXe siècle, jusqu'aux années 1960-1970. La famille légitime reste en effet sacralisée. La reconnaissance légale des droits des enfants naturels n'intervient qu'en 1972 seulement. Tout basculera ensuite rapidement. Mais à l'issue de cette étude, on demeure pantois, sidéré du désastre et du malheur causé par cette société rigide, étouffante, excluante, et dont les effets se conjuguent encore parfois au présent. Le concept de fille-mère appartient à un passé aujourd'hui à peu près révolu. Voilà un tableau de Meyer et Anne qui représente Marie-Henri. La révolution de la contraception a modifié complètement la donne, puis le nombre croissant d'enfants dits naturels après 1980 a fait disparaître totalement l'opprobre planant alors sur la mère et l'enfant illégitime. Ce bouleversement des mentalités en l'espace, on va dire, de 2 générations à peine, nous interroge. On réalise que cet état d'illégitimité qui vient de s'écrouler n'était en réalité que fictif, issu d'une création simplement juridique et religieuse d'un temps donné, que cet échafaudage est tenu des siècles prouve une adhésion, une soumission de nos anciens à la loi civile comme à la loi religieuse. Ceci dit, mais c'est un autre débat, l'INSEE vient de nous rappeler que les mamans solo, c'est ainsi qu'on appelle maintenant les mères célibataires, donc les mamans solo forment un fort contingent des Français concernés par la précarité. Elles sont à 39% des Français concernés par la précarité. Elles ne sont plus montrées du doigt aujourd'hui, mais demandons-nous si ce n'est pas là une séquelle de ce temps révolu. Ces filles que nous avons croisées à un moment crucial de leur vie étaient vues comme des pécheresses, traitées comme des parias par la société de leur temps. Et ce n'est que récemment, avec le recul de l'histoire, qu'on les a envisagées
comme les victimes d'une société rigoriste qui conditionnait les femmes dans leur devoir naturel de maternité, une maternité légitime bien sûr. Le destin de ces filles mères ne tenait finalement qu'au regard des autres. Elles en ont souffert car à la période étudiée, il n'y avait pas de maternité célibataire voulue. Elles n'ont pas seulement dû affronter la veulerie des hommes, elles ont également dû faire face à la sévérité des femmes qui, enfermées dans des contraintes qu'elles se créaient, défendaient bec et ongles un système patriarcal et acceptaient de sacrifier sur l'autel de l'ordre leurs sœurs devenues boucs émissaires. Sans pour autant occulter le poids de leur malheur, ne peut-on considérer dans l'histoire de la condition féminine qu'elles incarnent aussi la rupture vers le modernisme et le féminisme, car ce sont finalement elles, ces filles qui se situaient le plus souvent au bas de l'échelle sociale, qui sont devenues les premières femmes émancipées, celles qui devaient travailler pour faire vivre seules leurs enfants et se battre seules aussi pour faire valoir leurs droits. Et celles qui ont émigré parfois vers la ville dont elles n'avaient ni les usages, ni bien souvent la langue. Leur indépendance a été acquise chèrement, mais on les trouvait fortes et imaginatives quand on les voit à l'œuvre pour résister à une exclusion humiliante ou pour protéger leur famille. Alors on le voit, cette enquête que j'ai faite sur les filles mères nous ouvre grand la porte de l'histoire de la condition des femmes. Et voilà.